Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Arnaud Bosser, secrétaire général du Club des 30. À mes côtés sur le plateau, Sophie Stabile, présidente du club et directrice financière du groupe Lagardère, et Jérôme Michel, président du jury et directeur financier de Wendel. Cette année est une édition spéciale à plus d'un titre. À l'image de notre pays, l'organisation du prix a dû s'adapter au fil des mois et nous sommes réunis pour cette remise sous un format inédit. Le prix fête également ses 20 ans, la 20e édition. Une récompense qui met en valeur la place de Paris et ses entreprises pour leur dynamisme et leur capacité d'innovation et d'adaptation. Sophie, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le Club des 30 pour ceux qui ne le connaissent pas encore et sur nos principales activités? Alors pour commencer, merci à vous d'être avec nous ce soir pour cette nouvelle édition. Le club regroupe depuis 1973 environ 70 directeurs financiers de grandes entreprises françaises ou d'anciens directeurs financiers devenus dirigeants. C'est un club qui s'adapte aux évolutions de l'économie et nous avons eu le plaisir cette année d'accueillir 17 nouveaux membres, dont en particulier Téléperformance, Alstom, JC2Co, Elis, Amundi, Arkema, SPI ou encore Heineken. Comme vous le savez, le directeur financier fait partie du cœur du réacteur de toute entreprise et toute la journée est pris par ces différents sujets. Le club est l'occasion pour nous de nous réunir et de prendre un peu de recul. Et à ces occasions, nous échangeons sur les meilleures pratiques, mais également faisons intervenir systématiquement des différents invités pour partager en fait différentes expériences qui nous permettent après d'avoir du recul. Donc dans les invités, on peut avoir des CEO, des hommes politiques, des artistes, et ça nous donne des éclairages différents sur le monde d'aujourd'hui. C'est crucial pour nos entreprises de pouvoir avoir un œil et un regard neuf. Le directeur financier en 2020, c'est aussi un business partner et qui doit développer de la croissance rentable et durable dans ses entreprises et surtout faire face à des crises de plus en plus complexes. Pour son développement, le directeur financier a deux manières d'y parvenir. La première, la croissance externe, et la deuxième, le financement du développement. C'est la raison d'être du prix du Club des 30, récompenser les meilleures opérations financières de fusion, d'acquisition et de financement. Merci Sophie, cela fait une transition parfaite avec ce qui nous amène aujourd'hui, le trophée du Club des 30. Comme chaque année, nous avons reçu de très nombreux dossiers et nous tenions à remercier les banquiers pour le travail que ça représente et la qualité des dossiers transmis. Jérôme, est-ce que tu peux nous expliquer le déroulement du prix et nous en dire un petit peu plus sur les critères? Bien sûr, bonsoir mesdames, messieurs. Le processus de remise du prix a débuté fin 2019. Nous avons reçu beaucoup de beaux dossiers, d'opérations significatives avec des structures innovantes. Le prix est devenu au fil des années une tradition sur la place de Paris et nous recevons chaque année un peu plus de dossiers pour la catégorie fusion-acquisition que pour la catégorie financement. Dans un premier temps, les étudiants d'HEC, en lien avec nos membres, font une étude approfondie de l'ensemble des dossiers. À l'issue de ces travaux, le jury se réunit une première fois pour sélectionner les finalistes. Nous convions ensuite les directions des sociétés et leurs conseils à venir nous présenter le détail des transactions. Ces oraux sont l'occasion de mieux appréhender les coulisses des opérations, de développer l'intérêt stratégique de ces dernières et la manière dont les difficultés ont été surmontées. Chaque présentation nous donne l'occasion de dialoguer avec les équipes de direction des sociétés candidates au prix et d'entrer dans le détail. Un grand merci aux directions des entreprises qui ont bien voulu se prêter à l'exercice. Le jury se réunit ensuite une seconde fois pour débattre et finalement élire les lauréats. Jérôme, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le cru de cette année? Cette édition ne fait pas exception. La qualité des dossiers reçus a rendu les choix très difficiles à trancher, tant la qualité d'innovation financière et d'exécution des sociétés françaises se confirme année après année. Les critères qui guident nos choix sont des critères d'analyse technique, prenant en compte la complexité financière, juridique, fiscale, les difficultés des négociations, l'intensité concurrentielle et le timing des transactions. Mais au final, l'élément le plus important est la cohérence stratégique au service de la création de valeur à long terme
dans le respect des valeurs de la société. Passons sans plus attendre à la catégorie financement, avec une année 2019 en demi-teinte qui a fait suite à 3 années fastes. Même si le contexte actuel nous pousse à relativiser, l'environnement global a rendu plus complexe la réalisation des opérations, compte tenu des manifestations inédites à Hong Kong, des tensions commerciales sino-américaines et des incertitudes liées au Brexit. Le marché français s'est malgré tout distingué par des opérations emblématiques et significatives. Avant de passer à la remise du prix, je souhaite remercier chaleureusement nos partenaires qui nous accompagnent sur ce prix, Mazars et Brandford Griffiths qui nous honorent de leur confiance depuis tant d'années, et Deloitte et Cléry Gottlieb qui nous font le plaisir de nous rejoindre cette année. J'invite maintenant Hervé Elias, président directeur général de Mazars, et Shadi, notre étudiant d'HEC, à nous rejoindre sur scène pour remettre le prix de la catégorie financement. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de remettre le prix de l'opération de financement de l'année et nous avons cette année encore reçu de très beaux dossiers. Et beaucoup de dossiers d'IPO, on l'a beaucoup dit, 2019 était l'année du grand retour des IPO et c'est donc assez logiquement une opération de ce type que nous avons sélectionnée pour le prix. Alors d'abord, l'entreprise que nous allons récompenser, c'est une entreprise de cœur et je pense que chacun de nous, au moins une fois dans sa vie, a fait partie des 25 millions de clients que compte cette entreprise. C'est une grande opération de privatisation qui marque le retour de l'actionnariat populaire et c'est finalement la première grande opération depuis 15 ans, depuis 2015 avec EDF. C'est une opération qui avait failli avoir lieu à plusieurs reprises, mais elle s'inscrit dans un cadre réglementaire qui était complexe et je pense qu'on en dira peut-être un mot. Et puis pour finir, c'est un grand succès puisqu'il y a un peu plus de 500 000 actionnaires qui sont venus dans cette IPO. L'opération a été souscrite en moins de 2 heures et le cours de bourse s'est envolé aussitôt après l'introduction. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de la Française des Jeux et je suis très heureux de remettre le prix du Club des 30 à Stéphane Pallez, son CEO. Bravo. Merci mille fois, merci beaucoup. Donc, je voudrais évidemment remercier donc le Club des 30, évidemment sa présidente, le président du jury également, et tous les participants à ce prix pour les travaux qu'ils ont menés. C'est évidemment un grand honneur pour moi que de recevoir ce prix au nom de la Française des Jeux, au nom de toutes les équipes de la Française des Jeux, puisque cette opération, évidemment, ça a été une aventure collective que nous avons fait tous ensemble et malheureusement, ils ne peuvent pas être tous avec moi ici aujourd'hui. Comme PDG de l'entreprise, ça a évidemment été un grand privilège pour moi que de mener ce projet et surtout que de mener l'entreprise dans ce moment tout à fait particulier de l'histoire d'une entreprise. Un changement de vie, on peut le dire, puisque nous sommes donc maintenant une société cotée et je pense que c'est un vrai changement en dehors de tous les changements qui ont accompagné cette opération, puisque cette opération a cristallisé, comme cela a été rappelé, aussi des changements de notre cadre légal et réglementaire. Le nom de ce projet était donc Odyssée, et je crois que ce projet a bien mérité son nom, puisque c'est un projet qui a été long, qui a été semé d'aventures, dont nous avons finalement triomphé et nous sommes arrivés donc à bon port aujourd'hui. Donc et je crois que non seulement l'entreprise a su mener ce projet, mais comme cela a été rappelé, cette opération a atteint ses résultats au-delà des attentes. Les attentes étaient très fortes. L'attente de l'actionnariat populaire qui a été rappelée. Nous avons effectivement eu 500 000 ordres d'actionnaires individuels et nous avons toujours aujourd'hui 450 000 actionnaires individuels qui nous accompagnent et que nous espérons avoir à nos côtés dans le temps. Je crois que l'État, qui a vendu une partie de sa participation, a été également tout à fait satisfait à juste titre de cette opération qui a été également peut-être
peut-être même encore au-delà des attentes qu'on pouvait avoir en termes de prix. Et puis, comme cela a été dit, c'est une opération où l'exécution a été sans faille, dans un environnement qui était compliqué, ça a été rappelé, et où nous avions en fait une seule fenêtre possible pour réaliser cette opération. C'est celle dans laquelle, si je puis dire, nous avons sauté, dans le bon sens du terme, le jour venu. La date de fourchette potentielle, si on manquait celle-là, c'était donc mars 2020. Et donc, je pense que nous avons eu raison de saisir cette fenêtre grâce à l'anticipation et à la qualité des travaux, des équipes et de leurs conseils. Depuis, évidemment, beaucoup d'événements qui n'étaient pas prévus, comme souvent, sont arrivés. Et ça a été pour l'entreprise, finalement, le premier test de ce qu'elle avait vendu à ses actionnaires, c'est-à-dire sa résilience, qui est un mot évidemment, tout à fait emblématique du contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et donc nous avons pu, d'une certaine manière, tout de suite tester la résilience de l'entreprise à un événement qu'évidemment personne n'avait imaginé quand nous avons fait cette IPO. Et ce test, je pense, s'est révélé tout à fait positif pour les actionnaires et bien sûr pour l'entreprise, puisque l'entreprise, comme ça a été rappelé, a pu montrer pendant cette crise qu'elle représentait un placement boursier solide pour les actionnaires, qu'elle continuait à distribuer du dividende, même réduit, et qu'elle a même pu donc s'apprécier pendant cette année 2020 d'une manière qui, je pense, est de nature effectivement à fidéliser ses actionnaires, nos petits actionnaires, mais aussi tous les grands investisseurs qui sont venus à nos côtés. Donc, je pense que c'est une opération qui non seulement est emblématique dans sa réalisation, mais qui ne serait pas emblématique aujourd'hui, évidemment, si tout ce qui s'est passé cette année ne s'était pas déroulé comme tel, et qui montre qu'elle a été, je crois, non seulement bien pensée, bien exécutée, bien réalisée, et qu'elle est toujours, d'une certaine manière, quelque chose que l'entreprise porte comme un succès, non seulement de l'année dernière, mais des années qui viennent. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Shadi, notre étudiant d'HEC, pour une question. Merci. Bonjour et félicitations pour ce prix. L'introduction en bourse de la Française des Jeux a été un succès populaire inédit en France. Traditionnellement, comme vous savez, les Français se détournent des marchés financiers. Que peut-on faire pour réconcilier définitivement les Français avec la bourse, surtout dans ce contexte de Covid-19 et donc de forte volatilité? Merci. Merci de votre question. Alors, d'une certaine manière, il faut faire beaucoup de bonnes opérations. Je crois qu'on pourrait répondre en quelques mots. Manifestement, c'est un sujet qui est multifactoriel. Donc, j'allais dire, je n'ai pas forcément toutes les réponses à ça, puisque culturellement, les Français n'ont pas cette tradition. Et la crise de 2008 les a par ailleurs, comme on le sait, détournés de la bourse. Ce qu'on peut dire, c'est que l'opération de la Française des Jeux, je pense, a effectivement non pas résolu le problème, mais joué quand même un rôle important sur lequel on peut s'appuyer pour la suite, puisque beaucoup de Français ont pour la première fois acheté des actions pour devenir investisseurs dans la Française des Jeux. Beaucoup de Français ont ouvert un PEA pour ce faire. Et beaucoup de ces Français, de ces primo-investisseurs, comme on le dit, semble-t-il, ont continué à acheter des actions pendant cette année de la crise Covid, ce qui montre que effectivement l'acclimatation à la bourse des actionnaires individuels peut passer par ce type d'opération. Et évidemment, quand on détient des titres de la Française des Jeux, même si c'est un excellent placement, eh bien, il est fortement conseillé de diversifier son portefeuille et donc d'en investir dans d'autres très bonnes valeurs de la Bourse de Paris, très bien représentées ici. Voilà, donc je crois que nous avons de ce point de vue-là effectivement non pas résolu le problème, mais peut-être apporté un exemple intéressant et qui, j'espère, sera suivi de beaucoup d'autres pour continuer à alimenter ce nouvel intérêt pour les Français pour le placement en action sur la Bourse de Paris. Merci.
Merci et bravo encore à Stéphane Palais et à ses équipes pour cette très belle opération de la Française des Jeux. Nous allons maintenant dévoiler le lauréat de la meilleure opération de fusion-acquisition de l'année 2019. Alors avant de dévoiler le lauréat, on va faire une petite rétrospective sur le marché du M&A et en particulier sur l'année 2019, le marché européen du M&A a été en baisse de l'ordre de 20%. Et la France, dans ce marché européen, s'est montrée particulièrement résiliente puisqu'en fait, on a fait plus de 160 milliards de transactions sur ce marché en 2019, avec une croissance de 10% par rapport à 2018. Il a été porté par différentes opérations d'ampleur et comme on peut le constater, les grandes annonces de la fin novembre 2019, à savoir l'offre de rachat de Tiffany par LVMH ou encore la méga fusion entre PSA et Fiat Chrysler permettront à l'année 2020 de rester sur une bonne dynamique. Les conditions de financement, mais aussi l'importance des liquidités sur les marchés ont bien évidemment et continuent aujourd'hui à favoriser les opérations de concentration et créer d'énormes opportunités pour les entreprises françaises qui ont abordé l'année de la crise et en particulier la crise du Covid-19 avec d'excellents résultats. Si on regarde la partie financement pour l'année 2020, on compte déjà de nombreuses transactions. Et en particulier dans les transactions qui ont déjà été réalisées en 2020, vous avez en fait le rachat de la bourse de Milan par Euronext, mais aussi l'offre de Veolia sur Suez, et également la constitution d'un géant ferroviaire avec le rachat des activités ferroviaires de Bombardier par Alstom. Dans la crise, on constate aujourd'hui que les entreprises françaises restent conquérantes, mais revenons à l'année 2019. Alors j'invite Ariane Bucaille, associée au sein du cabinet Deloitte, responsable au niveau du mondial du secteur TMT, à nous rejoindre pour justement remettre le prix de l'opération de fusion-acquisition de l'année 2019. Bonsoir, je suis honorée de remettre ce prix de l'opération de fusion-acquisition de l'année. Alors, la transaction récompensée cette année est une OPA qui se caractérise d'une part par son intérêt stratégique, faire d'un leader européen un leader mondial, et d'autre part par la maîtrise du processus qui fait suite d'ailleurs à de nombreuses acquisitions et notamment une autre OPA en 2017. Alors, la maîtrise de ce processus, c'est d'abord un examen rigoureux et stratégique des cibles, c'est ensuite finalement un caractère amical de cette OPA, même si elle n'était pas sollicitée, qui s'est traduite par une souscription record, un financement à yield à 100% de l'acquisition, et enfin un timing serré et maîtrisé, puisque cette opération a été réalisée en plusieurs semaines. Je suis heureuse d'accueillir Gérard Després, le PDG de l'Oxam, pour lui remettre ce prix qui récompense l'opération de l'année. Merci. Je vous remercie, madame. J'en profite pour remercier les membres du jury qui ont d'abord présélectionné notre dossier. Et ne serait-ce que ça, on aurait été déjà très heureux de la part d'une entreprise de notre taille, ne serait-ce que pour cela. Effectivement, nous sommes d'autant plus fiers d'avoir eu le prix de la transaction M&A de l'année. Merci beaucoup. Effectivement, cette transaction avait un côté particulier parce qu'elle venait derrière une autre transaction majeure d'OPA où on y apparaissait comme chevalier blanc sur une opération qui avait lieu à Londres 2 ans auparavant, mais qui nous avait donné une bonne expérience et qui avait aguerri nos équipes et qui nous a permis d'être effectivement très efficaces dans la construction de cette OPA amicale que nous avons faite auprès de la société Ramirent et qui a permis de positionner l'Oxam véritablement comme le numéro 1 de l'allocation de matériel en Europe, en faisant l'acquisition de ce numéro 2 en Europe. Donc je donne la parole à Chadi, notre étudiant d'HEC. Merci et félicitations pour ce prix. L'évolution du groupe est impressionnante ces dernières années, avec bien évidemment l'acquisition de Ramirent, mais aussi celle de Lavandon en 2017. L'Oxam est aujourd'hui le leader européen de la location de matériel. Quelles sont les prochaines étapes pour le groupe? Est-ce qu'on devrait s'attendre à vous revoir très rapidement pour la remise des prix? Et quelles seraient les géographies pertinentes et stratégiques pour le groupe dans le futur maintenant? Bon, écoutez, vous parlez d'étapes. Je vais garder le mot étape. La société L'Oxam, c'est une construction continue depuis 50 ans.
qui s'est développé par croissance interne, mais qui s'est développé beaucoup par croissance externe. On a réalisé plus de 150 opérations. Donc la dernière vient conclure un parcours d'une entreprise qui était au départ bretonne. Elle est devenue leader en France. Puis ensuite, on s'est étendu en Europe, proche de la France, en laissant une zone qui n'était pas couverte, qui était la Scandinavie, où on avait quelques gros concurrents. Et donc, c'est bien une étape qui nous a fait cette consolidation européenne. La prochaine étape, là, juste dans les médias, c'est la consolidation. Hein. Après chaque acquisition, il y a un temps de respiration. Ça veut pas dire que dans nos têtes, on n'est pas déjà en train de préparer une étape. Donc, on nous prépare, parce qu'il faut trouver le concours de circonstances qui fasse qu'une acquisition puisse se faire et se déroule bien aussi par la suite. Voilà. Alors, la prochaine étape, elle est dans nos têtes, surtout en période de Covid. Je vais quand même pas, aujourd'hui, aller plus loin ou devancer les choses, quoi. Un grand bravo à Gérard Després pour cette transaction passionnante. Comme on l'a déjà dit, l'année 2020 est une année exceptionnelle à plus d'un titre. Pour le prix également. En 2019, une transaction s'est particulièrement démarquée par son exécution et son sens stratégique. Et nos membres ont choisi de remettre cette année un grand prix. Alors cette année, une transaction s'est démarquée par son ampleur, son exécution, mais surtout par son audace. À l'heure où nous parlons de la nécessité de réindustrialiser notre pays, ce groupe se démarque comme le partenaire incontournable de l'industrie mondiale. Et en particulier, dans ce que l'on peut appeler le life science. Cette transaction parachève une stratégie ambitieuse de constitution d'un champion français de dimension mondiale. Elle trace la voie de la croissance sur un nouveau marché pour les 10 années à venir. Et surtout, c'est encore mieux quand le timing est idéal. Vous l'avez peut-être compris, cette transaction, c'est l'acquisition de Medidata par Dassault Systèmes. Le club a voulu vous remettre cette année le grand prix de la meilleure opération financière de l'année. Donc c'est le grand prix du club. Donc j'ai le plaisir de vous remettre ce prix et avec toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette reconnaissance, aussi pour les équipes qui ont travaillé durement. Et effectivement, je suis à la fois honoré au nom de Dassault Systèmes et des équipes de recevoir ce prix. Merci beaucoup. Alors j'ai une question à vous poser. Pendant cette période de la pandémie, on a vu que 60% des tests pour le vaccin a été fait par Dassault Systèmes Medidata. Donc on voulait savoir en particulier si aujourd'hui vous avez contribué grandement au succès des vaccins qui vont sortir. Et puis est-ce que c'est aussi l'hub en fait pour tout ce qui est nouvelles sciences, le fait que vous allez pouvoir redévelopper ce que vous avez pu appliquer sur la coronavirus et ces vaccins à l'ensemble des autres maladies et infections. Premier élément, c'est vrai que cette situation elle est très particulière parce qu'on a moins de temps pour développer et mettre au point les dispositifs de soins, que ce soit les vaccins, que ce soit les équipements ou les médicaments. Et de ce point de vue, quand on fait les essais cliniques, c'est-à-dire on va tester sur l'homme les différents dispositifs, c'est la phase qui est souvent la plus longue. Et elle est longue parce que vous avez différentes phases, une phase 1, une phase 2, une phase 3, dans lesquelles vous allez tester l'efficacité, la toxicité, et ceci à grande échelle. Et ça prend du temps parce que vous devez le faire mondialement pour représenter l'ensemble des différents types de populations. Si on est capable de pouvoir substituer une partie de ces populations par de la collecte de données qui s'est fait sur des précédents essais, et essayer de faire ce qu'on appelle un bras de contrôle synthétique, c'est-à-dire une façon de mesurer l'efficacité par rapport à une base de référence, on gagne énormément de temps. C'est ce qu'on a fait dans le cas des vaccins, et vous avez raison, il y a à peu près tous les plus gros vaccins en développement aujourd'hui utilisent nos solutions pour faire leurs essais cliniques et leur mise au point. Et c'est aussi le cas sur la plupart des dispositifs médicaux, on a à peu près 60% des essais dans le monde sur la Covid-19 qui est fait avec nos solutions. Alors c'est des nouvelles technologies parce que on voit bien que la situation nous a forcé l'industrie à trouver des nouveaux dispositifs. Et les vaccins, on voit bien que les deux vaccins qui arrivent sur le marché sont des vaccins qui sont très différents des vaccins traditionnels puisqu'ils viennent avec ce qu'on appelle l'ARN. Donc ce sont vos propres corps qui va produire les anticorps, ce ne sont pas la technique traditionnelle des vaccins qui est faite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le temps de développement est des mois et non pas des années.
Alors avec cette acquisition de Mediadata, vous considérez aujourd'hui que ça a été le meilleur choix stratégique depuis ces 10 dernières années sur Dassault Systèmes ? Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, il correspondait à notre stratégie. Notre marché, ce sont les industries qui dépensent beaucoup en recherche et développement, en innovation. L'industrie pharmaceutique avec la high-tech est aujourd'hui les deux secteurs qui dépensent le plus. Historiquement, c'était l'aéronautique et l'automobile. Donc on voit bien qu'on a accompagné cette évolution de la réorientation de la recherche et du développement, de la science. Et de ce point de vue-là, effectivement, elle était assez opportune, cette acquisition, puisqu'elle a été faite en 2019, finalement, juste avant l'épisode. Et ça a donné, je dirais, la pleine conscience de l'intérêt d'avoir des dispositifs qui permettent de remplacer, encore une fois, l'expérimentation physique par de l'expérimentation virtuelle, de la modélisation, de la simulation, du big data. Et c'est notre contribution à la science. L'édition 2020 du prix touche à sa fin. Nous remercions encore une fois nos partenaires, Mazars, Deloitte, Brandford Griffith et Cléry Gottlieb, les étudiants HEC, les conseils financiers et les entreprises candidates. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour une édition qu'on espère en présentiel, comme nous en avions l'habitude. Merci.